40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir à parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Et vous savez que quand elle vient, elle a toujours des belles suggestions de lecture à nous faire découvrir. Je vais aussi m'entretenir avec le vice-recteur de l'Université de l'Ontario français qui va ouvrir ses portes très prochainement. Avec lui, on va discuter des différents programmes qui seront offerts. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec Madame Valérie Dufour de la CCN. Et Madame Dufour, apparemment, les activités estivales, ça reprend de plus belle avec vous. Oui, on vient de lancer notre campagne estivale après une campagne hivernale très, très occupée, très grand succès parce que les gens veulent aller jouer dehors, ont besoin d'un espace sécuritaire pour aller jouer dehors. Et puis, très rapidement, dans la pandémie, là, la Commission de la capitale nationale s'est rendu compte que c'est le plus beau joyau qu'on avait à offrir, le plus beau cadeau qu'on pouvait offrir aux gens, c'est de maintenir nos installations ouvertes et de leur permettre d'aller jouer dehors en toute sécurité. Alors, ça a été ce qu'on a fait pour l'hiver et on a préparé la table pour la même chose pour cet été là à tous les endroits que nous gérons, que ce soit les promenades ou la ceinture de verdure ou le parc de la Gatineau. Et beaucoup de choses se passent. Et la première activité dont on va parler, c'est les vélos week-end offerts. C'est offert par la CCN, mais présenté par Nokia. Puis moi, je voulais comprendre le concept de cette activité-là parce que j'en avais jamais entendu parler auparavant. Oui, le concept, c'est qu'on ferme certaines promenades du côté d'Ottawa grâce à la collaboration là, de Nokia et on ferme on ferme pour ouvrir à la mobilité aux gens qui font du transport actif ou qui font la mobilité active. Donc, on a allongé de beaucoup les heures où habituellement on offrait les promenades pour le vélo, le patin à roues alignées, peu importe le mode de transport actif que les gens veulent faire. Et on a une vingtaine de kilomètres à peu près là à chaque fin de semaine qui sont offerts pour les gens. On a aussi une promenade, celle de la Reine Élisabeth, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est quand même assez bien. Jusqu'ici, là, on tient des statistiques pour toutes les promenades qui sont réservées au transport actif. Et c'est 4 fois plus de temps de plage horaire que l'an dernier en passant parce qu'on sait que les gens veulent aller jouer dehors. On tient des statistiques et puis on a des compteurs un peu partout là, sur les promenades et on a 294 400 visites au 13 juin de gens qui ont fait du transport actif sur les promenades du côté d'Ottawa, mais aussi on compte celle du côté du parc de la Gatineau parce qu'on a un programme là aussi. C'est fou. Est-ce qu'il y a des stations sur le parcours quand les gens font leur vélo? Habituellement, les vélos week-end qui sont présentés par Nokia, c'est assez festif. Il y a des petites stations pour les pour des débris mécaniques. On peut donner des commanditaires peuvent donner des jus, tout ça. Mais étant donné la pandémie cette année, on offre une version juste l'ossature. Alors, on ferme les promenades parce qu'on veut vraiment se conformer aux règles sanitaires. Habituellement, il y a tout ça, il y a de la musique. Il y a des choses, mais cette année, il y a plus d'endroits, mais il y a moins de petits services, effectivement. On va faire, par contre, des blitz de sécurité bientôt, là, mais c'est vraiment offert pour le transport actif cette année. C'est des kilomètres de promenade sans voiture paisible pour les gens qui veulent aller se promener sur roue ou à pied. Alors, pour les vélos week-end, est-ce que ça a déjà commencé ou ça va commencer dans quelques jours, quelques semaines? Oui, mais en fait, dès qu'il y a eu que la neige est disparue, en gros, notre premier dirigeant a décidé, on ouvre la fin de semaine le plus possible de promenades pour que les gens puissent aller jouer dehors. Mais officiellement, le programme a débuté le 1er mai et il va se terminer à la fin de semaine de l'Action de grâce qui est le 11 octobre. Ça fait vraiment une très, très longue saison là, pour que les gens puissent en profiter au maximum.
Et ce que j'aime aussi avec cette activité-là, j'ai pu le voir sur le site web, vous avez créé comment je vais appeler ça, une application interactive pour que les gens puissent suivre le parcours. Oui, ben, on a des cartes interactives, une pour le vélo week-end. On en a aussi une, étant donné la pandémie, on veut donner aux gens des outils pour savoir quel secteur éviter ou comment planifier leur sortie. Alors, on a une carte interactive qui leur dit, qui leur font des suggestions où aller. Alors, ça, c'est notre équipe là, qui s'occupe de ces cartes géolocalisées là, qui sont très, très, très haute technologie là, qui font ça. Puis c'est un outil que les gens ont beaucoup apprécié cet hiver. On le fait notamment pour le canal aussi, à savoir qu'est-ce qui est le plus occupé comme entrée. Encore une fois, avec le souci de donner aux gens des options pour aller profiter dehors, de l'extérieur, mais tout en évitant les foules. Définitivement. Alors après le vélo week-end, on va passer à une nouvelle que j'aime beaucoup, c'est l'ouverture des bistrots. Oui, c'est un projet pilote qu'on a lancé il y a 3 ans. C'est notre troisième année cette année pour donner le slogan, c'est venez pour la nourriture, restez pour la vue panoramique. Mais en fait, c'est pour faire découvrir, donner une option pour avoir de la nourriture, mais de bonne qualité aux gens qui sont en train de se promener à travers la ceinture, à travers nos propriétés, puis pour qu'ils puissent avoir un bel endroit où arrêter, se sustenter, comme on dit. Cette année, on va avoir 3 bistrots qui seront ouverts. Le premier ouvre demain. Là, c'est celui à Remick Rapid, les Rapides Remick. On en a un qui ouvre le 22 juin au Parc de la Confédération, là, plus au centre-ville. Et on a le bistrot sur le ruisseau Patterson qui ouvre pour la première fois quelque part au mois de juillet. Là, on est en train de réaménager le pavillon patrimonial pour ce faire. Là. Puis, fait que les gens vont avoir 3 options pour aller profiter de l'été encore plus, puis prendre un petit café, un petit sandwich, une soupe. Là, ça va être bien, je pense. En tout cas, pour les amoureux de terrasse et de théâtre, de terrasse, pardon, et de bistrot, vous prenez des notes comme moi, j'espère. Alors, on termine avec ça, les campings. Et là, on se disait avant l'émission que apparemment c'était la folie aussi. Les statistiques là, ça déborde. Oui, ben, en effet, c'est comme on peut s'y attendre. Là, les gens ne savaient pas s'ils pourraient aller aux États-Unis ou ailleurs au Québec ou ailleurs dans le pays pour leurs vacances. Alors, comme l'an dernier, les campings que nous, on a au lac Philippe, les campings au lac La Pêche, là, sont extrêmement occupés. On a déjà réservé 20 000 nuitées dans nos campings. Et ça, c'est au 1er juin. Et toute l'année dernière, qui était une année record, 21 500 nuitées. Alors, on pense qu'on va encore une fois battre tous les records. Les gens veulent aller dans la nature et profiter d'un peu de verdure, mais évidemment, nous, on les accueille avec plaisir, mais oui, c'est très, très populaire. Et j'aimerais ça passer un petit message aussi, c'est que et le parc de la Gatineau en général est très, très occupé aussi pour la même raison. Et pour ça aussi, on fait toujours des rappels parce que le parc de la Gatineau est un parc de conservation. Donc, il faut suivre les sentiers, il faut que les gens soient responsables, qu'ils ne laissent pas traîner les choses, qu'ils ramassent pas des choses, des fleurs ou des objets ou des. Il faut que les gens fassent attention parce qu'il y a beaucoup de monde cette année. Puis, encore une fois, la carte interactive. Puis laisser les animaux tranquilles. Oui, laisser les animaux pour les nourrir. Oui, exactement. Ça m'a fait rire. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que pour avoir plus d'informations, les gens vont aller directement sur le site web, surtout s'ils ont envie d'aller camper, parce qu'avec le nombre de personnes qui ont déjà booké, là, c'est fou. Je vous souhaite un bel été à vous et à votre équipe, et puis bonne chance, parce que je sais que ça sera beaucoup occupé avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir participer à toutes ces activités, pour pouvoir peut-être faire du camping en famille, www.ccn-ncc.gc.ca. C'est là que vous aurez toutes vos informations. Je vais maintenant m'entretenir avec le vice-recteur de l'Université de l'Ontario français, Monsieur Paulin Mulatrice. Et ce matin, on va parler, avant toute chose, avant de parler des programmes et de tout ça, j'aimerais qu'on fasse une petite historique de cette université-là qui est chère aux Franco-Ontariens.
Oui. Bonjour madame. En fait, Bonjour. une petite précision, je suis vice-directeur délégué études et recherche. Ok. Donc, je Vice-recteur suis en délégué charge. études et recherche. OK. Exactement, c'est ça. Ben, en fait, très brièvement, je pourrais dire que si on regarde la ligne des temps de l'UOF, elle est, euh, elle est courte si on compare à d'autres universités, mais elle est intense. Plein de choses ont été réalisées en si peu de temps. Donc, je vais peut-être juste revenir sur quelques moments clés et puis s'il y a des questions, je pourrais venir sur les détails si vous les jugez nécessaire. Alors, on se rappelle ici que le 22 janvier 2020, ça a été la signature de l'entente Canada-Ontario euh, sur l'établissement de l'UOF. Et donc, ça, c'est la date clé à laquelle on peut se référer. En février de la même année, il y aura dévoilement du futur lieu, du site de l'université. Au mois de mai, la première évaluation de la commission sur la qualité de l'éducation postsecondaire en Ontario a évalué tout le programme. Au mois d'octobre 2020, nous sommes en 2020, c'est l'approbation, l'officialisation de 4 de baccalauréat spécialisés, les premiers programmes, les 4 premiers programmes, notamment culture numérique, études de la pluralité humaine, environnement urbain, économie et innovation sociale. Et donc, à partir de ce mois d'octobre, il y aura le lancement de la campagne officielle de recrutement. Donc, c'est vraiment très court, hein, c'est de l'être très court. Et la première cohorte des professeurs responsables de pôle arrive au mois de février. À partir de ce moment de cette arrivée-là, donc les choses prennent notre allure. Et c'est au mois de février aussi, 2021, sur 2021, c'est aussi la première cohorte des 18 finissants qui ont suivi un certificat en éducation postsecondaire. Et mai 21, il y a eu l'élargissement de la gamme de programmes. Et donc, à partir de ce moment, je pense que ce sont les dates clés que je peux mentionner. Et s'il y a des détails, je peux revenir. Mais en fait, vous pouvez voir que ça a été une ligne de temps très courte, mais intense en termes d'activité et de développement de l'université. Très intense parce que vous avez travaillé très fort pour pouvoir établir même l'université, même en tant que telle. Et puis, on parle de vos programmes et de votre système innovateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? C'est quoi, vous, votre approche à l'Université de l'Ontario français? Mais quand on compare l'Université de l'Ontario à d'autres universités, vous verrez que nos programmes sont, comme on le dit, transdisciplinaires. Parce qu'en général, dans la tradition des universités, ce sont des programmes disciplinaires. Nous, on est transdisciplinaires. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais c'est aussi des programmes qui veulent répondre aux besoins des citoyens, aux besoins des Canadiennes et Canadiens de l'Ontario français, mais aussi du Canada en général et du monde. Donc, c'est des programmes très flexibles, adaptés aux besoins et ce qui est des programmes qui sont transdisciplinaires. Très Et quand brièvement, vous si je dites, peux le dire. et quand vous le dites transdisciplinaire, pour quelqu'un qui ne comprendrait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce que ça Quelle veut est la dire, c'est ce définition? que oui, excusez-moi, c'est ce que je venais de mentionner tout à l'heure. Quand on va dans d'autres universités, juste un cas très concret. Si vous allez dans une université traditionnelle, vous dites vous allez vous inscrire en économie, ou vous allez vous inscrire en sociologie, ou c'est pas, en anthropologie, ou en sciences politiques. Dans notre cas, si vous regardez la dénomination de nos baccalauréats spécialisés, c'est pas de cette façon qu'on les envisage. Vous verrez, on dit par exemple culture numérique. C'est pas une discipline qui est nommée. Quand on dit pluralité humaine, c'est pas une discipline qui est nommée. Quand on parle d'environnement humain, c'est pas une discipline qui est nommée. Ça, on va au-delà des disciplines. Donc, le programme se situe Mhm, au mhm. croisement de Ça, c'est plusieurs vrai. disciplines, mais pour répondre aux besoins émergents de notre société, parce que nous, à l'UF, on pense que les besoins de notre société ont changé et les citoyens du monde se situent au-delà d'une vision très disciplinaire, vraiment, de programmes universitaires. Ça a dû demander beaucoup de travail parce que comme vous l'avez mentionné, j'ai tout de suite allumé parce que quand je suis allée sur le site web, j'ai vu le programme qui s'appelle Pluralité humaine. Et ça répond vraiment, quand vous parlez de répondre vraiment aux questions actuelles de la société, ça répond vraiment à la société actuelle. Parce que si on se base seulement sur le Canada, on voit qu'il y a une pluralité de cultures déjà sur le territoire. Oui, absolument, c'est ça. Donc, ben, c'est le programme dont je suis en charge pour le moment. Ah, ça Donc, tombe bien. ça, ça va au-delà des créneaux classiques parce on parlera peut-être de sociologie, on parlera d'anthropologie, on parlera, je ne sais pas quoi, de psychologie. Mais ce programme se situe au carrefour et au-delà de cela parce que quand nous voyons comme citoyens de notre temps, comme francophones, nos besoins sont au-delà de ce que les disciplines traditionnelles nous offrent. Et on essaie de répondre de façon
globale, holistique, mais aussi tout en faisant face à la complexité des défis auxquels que nous observons, des défis que nous observons dans notre société. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce programme de cette façon-là, au-delà des créneaux classiques, des créneaux traditionnels qui sont vraiment un peu figés, collés dans les disciplines. Donc, est-ce que ça sous-entend que votre approche concernant, par exemple, ce programme, la pluralité humaine dont vous êtes en charge, l'approche sera différente par rapport à au programme, par exemple, de sociologie dans une autre université? Oui, c'est très très différent parce que quand on regarde l'architecture de nos programmes, euh, elle se présente d'une façon très très différente. Je vais pas tout détailler ici. Il y a d'abord un tronc Oui. commun qui est offert aux OK. étudiants. Dans ce tronc commun, on offre les compétences de base dans le domaine transdisciplinaire. Qu'est-ce que les étudiants devraient savoir? Qu'est-ce que on devrait avoir comme préalable, je dirais, si pour avancer prendre les défis ou les défis de notre temps. Et puis, petit à petit, sur cette base-là, le tronc commun qui touche vraiment tous nos baccalauréats spécialisés, on construit les autres pôles, les pôles par l'environnement humain, à l'environnement urbain, pardon, en pluralité humaine, en culture numérique. Donc, tout se base sur ce tronc commun qui est en fait le socle de tout ce qu'on fait. OK, donc tronc commun et puis ensuite de ça, l'élève ou l'étudiant va choisir exactement où est-ce il Et, veut s'en aller. Donc moi, je vois et, ici qu'on a 1, 2, 3, on a 4 programmes, si je ne me trompe pas, en ce moment qui sont déjà en place pour septembre. Est-ce qu'il y a, vous mijotez déjà d'autres programmes non, pour non, il n'y a pas rajouter qu'un à programme, il y a ceci? beaucoup plus. Oui, il y a beaucoup plus que ça. Là, vous parlez seulement des baccalauréats spécialisés. Des Mais si on baccalauréats regarde, spécialisés, désolé, oui. il y en a quatre. Eh bien, si on va au-delà de ça, il y a des certificats, des micro-certificats. On peut compter au total 22 programmes qui seront disponibles dès septembre 21. Et tous ces programmes, on y a travaillé. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les nouvelles. Je l'ai mentionné dans la ligne de temps en indiquant qu'au mois de mai, il y a eu le lancement des micro-programmes. Donc, il y a eu 18 certificats qui ont été lancés, incluant des micro-certificats, des certificats. Micro-certificats, c'est 15 crédits. Les certificats, c'est 30 crédits. Dans cette architecture-là, vous avez des micro-certificats qui sont des certificats micro, je dirais plutôt, de micro-programmes qui sont ancrés dans les baccalauréats spécialisés, mais vous avez aussi d'autres qui sont des micro-programmes professionnels, qui sont en dehors de ce baccalauréat spécialisé, mais qui s'adressent aux francophiles, francophones, francophiles de tout âge. On essaie de OK. rejoindre tout le monde, les personnes de tout âge, de tout lieu, mais de façon très flexible. Très flexible. Mais ça c'est bon à savoir. Alors pour avoir plus d'informations, peut-être même pour penser à s'inscrire là-bas, je pense qu'il faut juste aller sur le site web, on peut avoir toutes les informations. Les informations sont sur le site web et nous avons, depuis le mois de mai, organisé plusieurs forums virtuels et des webinaires qui s'adressaient à tout le monde, aux francophones, francophiles de l'Ontario, du Canada et du monde. Et en tout cas, le personnel de l'UF est disponible à répondre à toutes questions, mais il y a aussi des webinaires qui sont disponibles, qui sont organisés, donc c'est accessible à tout le monde et on fait son travail dans ce domaine. Vous êtes prêts en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Mulatrice. Et puis, je vous souhaite une belle ouverture officielle et puis bonne chance à vous et à votre équipe. Au revoir. Mais c'est très apprécié. Merci beaucoup. Alors, pour les autres à la maison intéressés à vous inscrire pardon, à l'Université de l'Ontario français, ça sera au www.uontario.ca pour l'ouverture officielle septembre 2021. Je m'entretiens maintenant avec Lisa Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Et Lisa, on va commencer par la Bonjour, bonne nouvelle. Hein. On va pas attendre pour l'annoncer. Félicitations pour les prix Trillium. merci. Mais oui, merci beaucoup. Ça a été déjà on avait 4 finalistes, donc on était vraiment très très contents, très fiers. 2 dans la catégorie jeunesse et 2 dans la catégorie prix littéraire Trillium. Et puis finalement on a gagné la catégorie jeunesse avec le livre Capitaine Boudu d'Éric Mathieu. C'est un premier roman jeunesse d'Éric Mathieu qui a écrit 2 romans pour adultes qui ont vraiment fonctionné, qui avaient eu beaucoup de couverture, beaucoup de bons commentaires, puis surtout, en fait, il avait aussi été finaliste déjà pour le prix Trillium avec un de ces 2 romans-là, là, je me souviens plus lequel, et donc c'est une 2e nomination pour lui, mais là, cette fois-ci, il a remporté avec ce premier roman-là, donc premier roman jeunesse, je veux dire. Donc ça a été pour lui, c'est beaucoup de bonheur, et pour nous aussi. C'est un livre qui a vraiment
on doit mettre, je pense, qui peut plaire à des enfants, autant des petites filles que des garçons. C'est un livre plein d'aventures qui, vu que ce qui est intéressant, c'est que Éric Mathieu est professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa et donc il a pris les concepts de linguistique, il les a vulgarisés pour les jeunes de 6 à 9 ans. Et ça fait vraiment, c'est ça, une histoire, comme je disais, très palpitante qui se passe dans l'espace, qui est pour aller sauver, en fait, un peuple là, qui s'appelle les Picrocholes, qui ont perdu leur culture, leur identité, leur langue. Et il y a un enfant, donc, qui va les aider dans cette quête-là. Puis, donc, on a des petits concepts très, 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 très bien vulgarisés de base là, de la linguistique qui vont permettre aux enfants d'apprendre beaucoup tout en ayant vraiment beaucoup de plaisir en lisant cette histoire-là. Donc, Éric, il remporte avec ça un prix de 10 000 quand même, une bourse de 10 000 Wow. Et puis, je voulais mentionner aussi que ce midi, si ça vous intéresse, il donne, en fait, Ontario Créatif présente une conversation virtuelle avec les lauréats des prix Trillium en langue française. Donc, autant Éric Mathieu qui a gagné le prix du livre d'enfant que Daniel Vallée qui a gagné du côté des éditions David pour le prix littéraire Trillium. Exact. Donc, c'est à midi. C'est sur la page Facebook d'Ontario Créatif et c'est gratuit. Ça dure une demi-heure, donc c'est le fun. En dînant, on peut écouter ça facilement puis en apprendre plus sur ces deux livres-là qui sont vraiment la crème de la littérature franco-ontarienne en ce moment. En tout cas, selon Ontario Créatif, c'est certain. Et puis bon, franchement, moi, je suis vraiment contente pour vous. Je suis contente pour les éditions David parce qu'au moins, chacun des maisons d'édition qu'on reçoit sur l'émission a reçu un prix. Donc, au moins, on est bon. Alors, deuxième suggestion. Pas de chicane. Donc, deuxième suggestion qu'on veut faire aujourd'hui, c'est les exercices somnambules. C'est écrit par qui déjà? C'est écrit par Michael Gouveia. Je l'ai avec moi. C'est un petit livre tout court, mais tellement bon. Je voulais vous en parler parce que c'est une parution aux éditions L'Interligne, mais aussi parce que pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur, ce recueil de poésie-là. C'est le premier recueil de Michael Gouveia, qui est un jeune auteur d'environ, je crois, 25-26 ans. Il réside à Montréal. Et puis, comment décrire ça? C'est une poésie qui est très, très accessible, qui est écrite dans un langage plutôt simple, que, tu sais, des fois, on reproche à la poésie que c'est un petit peu trop hermétique ou difficile à saisir, qu'on a peut avoir de la difficulté à entrer dans ces livres-là parce qu'on comprend pas tout. Mais là, ici, c'est vraiment le contraire. On s'identifie beaucoup au narrateur, puis un narrateur que je dirais un narrateur somnambule, un peu un narrateur qui navigue entre l'éveil et le sommeil, qui est pris d'une forme de fatigue, de dépression, qui regarde un peu passer sa vie, hein, avec comme s'il n'y avait pas de prise vraiment sur ce qui lui arrive, puis qui se laisse porter un petit peu, puis que la seule chose à faire ensuite, c'est de dormir, puis de recommencer le lendemain. Donc, on sent vraiment, c'est comme je disais, là, cette anxiété, cette dépression, mais c'est que vraiment, il réussit en très peu de mots, des fois, dans des courtes phrases, à nous frapper là, au plexus, ça rentre direct, comme si il réussit à nommer des émotions ou des images, ou à créer des images, tu sais, que l'on reconnaît, ou en tout cas qui sont tellement vraies que ça peut juste comme nous toucher. Ça peut aider à faire le bilan, hein, tu sais, on sort de la pandémie, là, les gens sont encore en pleine réflexion sur eux-mêmes, sur la vie et tout ça. Exactement, c'est ce que je me disais aussi en le lisant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de ce qu'on a vécu pendant la pandémie, pendant un an, un côté un peu de pas que le réel s'accorde pas là, avec notre vie habituelle, qu'on est un petit peu en décalage, qu'il y a une forme d'absurdité dans le quotidien. Puis je trouve que ça, c'est vraiment bien rendu dans les exercices somnambules. Je vais vous lire un petit extrait. Il y en a plein, là. Pour vrai, c'était difficile de choisir, mais bon, je vais aller avec celui-là qui est « Le quotidien est un prix de participation. Les êtres se côtoient sans se connaître. On ne sait même pas s'ils ont des voix. Puis ils répondent quand même présents autour de métro. Peut-être que l'espoir est un point de non-retour. » Donc, il y a quelque chose de... Je trouve que c'est super beau. En même temps, c'est triste, ça peut être sombre par moment, mais il y a quand même... sans se voir. C'est tellement vrai au Oui, métro. c'est ça. J'ai l'impression que quelqu'un
quelqu'un qui marche un peu à côté de lui-même, mais en tout cas, moi, je trouve que ça résonne très, très fortement chez toute personne qui a déjà eu un peu ces émotions-là, puis il y a vraiment de très, très beaux vers là-dedans, donc je vous recommande énormément les exercices somnambules de Michael Gouveia, qui est en librairie. Parfait. Il va nous rester 3 minutes là pour le dernier. C'est le grand Monsieur Blaise Ndala. J'irai danser sur la tombe de Senghor. Je pense que ça fait couler beaucoup d'encre, ce roman-là. Ça a été beaucoup apprécié. Oui, c'est un roman qui est sorti en... J'avais envie de vous en reparler juste parce que il y a un nouveau numéro de la revue Lettres québécoises qui est arrivé en kiosque cette semaine et qui, au fond, sur la couverture, c'est Blaise Ndala. Puis en fait, il y a un grand dossier sur Blaise dans Lettres québécoises que j'ai trouvé super intéressant. Puis j'ai trouvé que Lettres québécoises avait eu raison totalement d'enfin donner à cet auteur-là la visibilité et enfin toute la reconnaissance qu'il mérite. Parce que là, bon, Blaise a publié un nouveau roman cet hiver là au Seuil et chez Mémoire d'Encrier, mais il reste que son premier roman, J'irai danser sur la tombe de Senghor, est paru chez nous aux éditions L'Interligne. Puis c'est un roman qui, pour moi aussi, est comme un coup de cœur intemporel aux éditions L'Interligne. C'est vraiment très, très bon. J'invite tout le monde à aller découvrir ce roman-là qui, dans le fond, se passe à alors qu'il va avoir le combat du siècle, c'est-à-dire un combat de boxe très, très attendu, très, très médiatisé à l'époque entre George Foreman et Mohamed Ali, le fameux Mohamed Ali. Et autour de ça, dans le fond, le combat est un prétexte finalement pour se pencher sur la décolonisation de l'Afrique à ce moment-là, puis comment le Congo, qu'est-ce que le Congo décide de faire pour son propre destin. Et donc on voit autant les rouages politiques qu'un personnage un petit peu plus ordinaire, mais tu sais, très très intéressant à suivre, qui s'appelle Modero, qui lui quitte la campagne et va dans la capitale pour essayer de devenir musicien. Donc on le suit là-dedans, puis son destin va croiser aussi des gens importants là, dans le gouvernement du Congo à cette époque-là et qui sont en lien avec ce combat-là qui va avoir lieu. C'est super bien construit comme roman, c'est savoureux, c'est très bien écrit, il y a des beaux personnages. C'est une mine d'informations en même temps sur l'histoire du Congo, notamment là, dans les années 70 et avant. Donc, c'est un roman. Puis si ça vous intéresse, ben dans la revue Lettres québécoises, là, le dossier est super complet. Puis il va nous rester en plus, juste 45 secondes. Oui, Lettres québécoises en a profité pour demander à plusieurs créateurs francophones du Canada d'écrire des textes. Donc on a des textes de Michka Lavigne, d'Hélène Kostchelniak, de Marie-Claire Marcotte notamment dans cette édition-là. Donc allez lire ça, allez découvrir les plumes franco-canadiennes qui sont hot en ce moment. Merci beaucoup, Lisanne. Et puis, nous, c'est la fin de la saison, tu sais. Et puis, nous, on ne te reverra pas pendant un bon bout de temps. Est-ce qu'on annonce la nouvelle? Oui, si tu veux, mais oui. Parce que Lisanne part en congé de maternité, elle aura un beau bébé, fait qu'elle va nous quitter pour un bon bout de temps, mais on attend de te revoir bientôt. En bonne santé. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je suis contente de vous avoir vu avant de partir. Et puis, bon été à tout le monde. Bon été à toi aussi. Bye bye. OK, bye. www.interligne.ca, c'est le site web à visiter pour pouvoir avoir accès à toutes les suggestions que Lisanne vient de nous faire. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Demain, pour la dernière émission de la saison, nous allons discuter avec Marie-Josée Martel de la Fondation de l'Hôpital Montfort. On va aussi s'entretenir avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Et pour finir, on aura à vous faire découvrir une invitée surprise qui fête ses 20 années à TV Rogers. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers.
une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.